Ils sont 11 millions en France à s'occuper au quotidien d'un proche en perte d'autonomie en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. L'aidant est celui qui aide. J'aide est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidants. Leur vécu et leur ressenti, leur rapport au corps, le leur et celui de l'aider, leur stratégie pour jongler entre vie professionnelle et vie personnelle, autant de thématiques qui seront abordées sans tabou du point de vue des concernés. J'aide est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Bonne écoute. Figure emblématique de la météo, Catherine Laborde a rythmé la vie de millions de Français pendant 30 ans. Diagnostiquée il y a 6 ans de la maladie à corps de Lévy, une affection qui présente les symptômes des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, Catherine est aidée par son mari, Thomas Stern, un soutien déterminant dans son combat contre la maladie. Que devient l'amour lorsque l'être aimé tombe malade? Écoutez leur témoignage. Bonjour Catherine, bonjour Thomas. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'amour. Vous avez raconté votre chemin de couple, d'aidant aidé dans un livre très touchant intitulé Amour malade, édité aux éditions Plomb. Et vous y abordez une question qui appelle tout de suite à notre nature sensible et finalement même, je pourrais dire, vulnérable. En tout cas, si je me le permets, vous posez une question qui est centrale, qui est: que devient l'amour lorsque l'être aimé tombe malade, particulièrement d'une maladie incurable? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais poser une question. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous vous êtes rencontrés tous les deux et ce qui a fait que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Est-ce que Catherine, vous voulez bien commencer ? Oui, je veux bien commencer parce que c'est un très beau souvenir, très fort. C'était à l'occasion d'un mariage chez des gens que je connaissais pas. C'était des copains qui m'avaient entraîné là pour me faire oublier des malheurs amoureux. Mmh. Et puis voilà, il y avait ce bonhomme là qui était là aussi et qui faisait des plaisanteries que je trouvais pas drôles du tout et tellement insupportables que j'ai tourné les talons et je suis partie. Et puis 48 heures plus tard, il m'a téléphoné en me disant voilà, 48 heures, c'est vraiment très long. Et c'était une belle déclaration d'amour. Ah, c'était un coup de foudre. Oui, un coup de foudre. Un coup de foudre. C'était un vrai coup de foudre. Il paraît que c'est les mariages comme ça, qui débutent, qui commencent leur vie ensemble. Il paraît que ces mariages-là sont plus solides que les autres parce que justement, ils ont déjà assisté à un mariage. Je sais pas si je me fais comprendre là, c'est un peu compliqué ce truc. Si, je vois, en tout cas, je vois très bien l'image. Et vous, Thomas, quel souvenir du coup de votre point de vue à vous? Comment ça s'est passé? Eh bien, mais alors pas du tout comme ça. Enfin, je vais pas du tout venir là. Il est vrai qu'on s'est rencontrés à un mariage, mais j'avais plus l'impression qu'il était attiré par moi que moi par elle, à vrai dire. Et je crois que c'est toi qui m'as rappelé, non? Non, mais c'est incroyable, hein. Heureusement que le Félix est passé par là. Excellent. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux l'un de l'autre? Qu'est-ce qui vous a séduit l'un l'autre, Catherine? Ce qui m'a séduit chez cet homme-là, c'est qu'il était extrêmement, j'aime pas le terme de sexy, mais il était extrêmement sensuel, tout en le cachant le plus possible, mais c'est vrai ce qu'il dit. Je dois humblement avouer que, en effet, il a été peut-être plus attiré au début par moi que moi par lui. D'accord. Et vous, Thomas, alors? Mais c'est marrant qu'elle persiste dans cette interprétation, puisque c'est elle qui m'a demandé de venir chez elle après notre déjeuner où je l'avais invité à déjeuner. J'étais à l'époque directeur de création d'une agence et je lui avais pendant tout le déjeuner expliqué une recette de lapin que j'avais inventée, ce qui avait l'air de la faire mourir d'ennui. Et puis voilà, et puis donc je racontais ma recette de lapin en déjeunant, ce qui est quand même extrêmement trivial pour une première rencontre amoureuse. Et puis après, elle m'a rappelé, mais c'est pas moi qui l'ai rappelé. Ah ben, dans mon souvenir, c'est toi qui m'as rappelé. En tout cas, quel que soit le souvenir, la rencontre c'est bien. Vous vous êtes bien rencontrés, voilà. Ça c'est certain. Non, en fait, ouais, on s'est rencontrés et puis après on a eu une aventure, comme on dit, qui s'est compliquée. Mêlé à d'autres, parce que moi à l'époque j'étais assez dispersé, on va dire, c'était les années 80, et bien avant MeToo, mais alors bien avant, hein. Et puis donc petit à petit notre histoire a pris une espèce à la fois de durée dans la discontinuité, et on a vécu un certain nombre d'années comme ça, puis un jour un amour qui s'est fabriqué, enfin qui s'est distillé lentement, c'est, comment dirais-je, qui a atteint sa quintessence très lentement.
même s'il perdurait sur le plan sexuel et émotionnel, il s'était pas stabilisé en un vrai choix réciproque. Et ce choix, on l'a fait en fait à peu près au moment où on s'est mariés. Vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant? On est ensemble depuis le milieu des années 90, hein, c'est ça? On se fréquente, donc ça fait longtemps. D'accord. On frôle les 30 ans de pas de vie commune, parce qu'on n'a pas toujours vécu ensemble. On a même pris énormément de précautions pour ne pas vivre ensemble. Parce qu'au début, on pensait que c'était, c'était favorable à l'éclosion amoureuse que de ne pas vivre sous le même toit. On a même poussé le vice jusqu'à prendre un appartement l'un en dessous de l'autre, dans le même immeuble, mais on n'habitait pas ensemble. Puis quand on s'est mariés, on s'est dit, bon, maintenant on arrête, on a un peu fait le truc de la quadrature, donc on va se mettre à l'intérieur du cercle. J'imagine qu'il y a eu votre relation a été rythmée par plein de temps forts. Il y en a une dont vous parlez dans votre livre, hein, c'est j'imagine bien que lorsqu'une maladie finalement surgit soudainement, qu'elle nous touche nous personnellement ou qu'elle touche la personne que l'on aime, l'équilibre du couple vacille. Comment cela a transformé votre relation de couple, l'annonce du diagnostic de la maladie pour Catherine, pour tous les deux? Comment ça a transformé votre couple? Comment ça l'a fait évoluer? Catherine, peut-être? Ça l'a fait... J'essayais de vous dire ce qui se passait, parce que c'est l'intérêt de ce livre aussi pour moi, égoïstement, parce que je suis obligée d'essayer, pour les gens qui vont me lire, je suis obligée d'être la plus précise possible et d'accepter d'entrer dans ce four de malheur qu'est la maladie. Mais je pouvais pas me servir de ce qu'était Thomas pour me protéger de la maladie. C'est ça le danger, je pense. Et c'est aussi pour ça que j'étais très contente quand l'éditeur nous a proposé de faire le tome 2, si on peut dire, de la vie à deux. L'écriture de ce texte, moi, je sais pas ce que Thomas en dira, mais l'écriture de ce texte, moi, m'a permis de me structurer mieux et d'accepter le malheur, parce que finalement, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur dont on se souvient. C'est pour ça que j'étais très contente que vous nous demandiez comment est-ce qu'on s'était rencontrés et comment avait été la vie à deux. C'est forcément quelque chose de très heureux, mais c'est aussi quelque chose de très paniquant, et quelquefois on n'est pas à la hauteur. Et vous, Thomas, à force de côtoyer la maladie, est-ce que quelque part l'amour est plus intense? Est-ce que on y prête on prête plus d'attention à sa relation au quotidien? Est-ce que ça fait bouger sa vision de l'autre, de la vision aussi de son couple? D'abord, je vais vous répondre, mais Catherine parle à son intervention précédente du tome 2 de La vie à deux, parce que l'éditeur nous a demandé de l'écrire, parce qu'on a déjà fait un livre à deux, qui était un livre justement sur notre période, on va dire, erratique, de couple célibataire. C'est comme ça qu'on se qualifiait à l'époque, comme un couple célibataire. Et l'éditeur nous a dit, après que Catherine ait tremblé, mais pourquoi vous faites pas un livre sur votre vie à deux avec le troisième personnage qui est la maladie? C'est pour ça qu'elle parle du tout. Moi, qu'est-ce que ça a modifié qui s'est passé? Je l'ai lu, mais tiens, je tiens à le répéter, il y a une différence fondamentale entre un soignant et un aidant. C'est qu'un soignant, qu'il soit médecin, qu'il soit calme, qu'il soit infirmier, il regarde la maladie. Un aidant, il regarde la personne dans la maladie. Exactement une symétrie inverse. Donc, le fait que la personne qui tombe malade, si elle est une personne aimée, n'empêche pas qu'elle continue à être une personne aimée, paradoxalement, quelles que soient les perturbations qu'introduit dans son existence, dans ses comportements, dans sa vie quotidienne, la maladie. Et moi, ce que je trouve fascinant, ce qui m'a fasciné au niveau de la réflexion dans l'histoire de ça être un aidant, c'est le fait que, justement, il y a une persistance amoureuse, quel que soit l'état de, comment dirais-je, quelles que soient les difficultés que l'aidé oblige l'aidant à assumer. C'est une question. Pascal, il disait, c'est un texte, je me souviens de ça de ma jeunesse. On n'aime jamais personne, on aime que des qualités. Ce texte, c'est un texte des pensées, et je trouve ça intéressant de poser cette question à propos de la relation aidant-aidé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut continuer à aimer d'une personne quand cette personne, elle ne se rassigne pas à l'ensemble de ses qualités qui formaient son aspect séduisant, mais qui présentent autre chose, des choses qui sont parfois inquiétantes, très angoissantes pour l'aidant,
très désespérante aussi. Et comment, à l'intérieur de ça, il continue à y avoir de l'amour, c'est quand même un grand mystère. Et pourtant, c'est le mystère qu'assume et que rencontrent la plupart des aidants, je crois. Oui, d'autant plus que on devient aidant bien souvent du jour au lendemain. Et j'ai relevé en fait une citation que vous avez écrite dans le livre à propos de courage. Vous dites « Ici et maintenant, face à ta maladie, c'est tout le contraire qui m'arrive. Plus question de prendre le large. À l'inverse du reste de ma vie, le courage, c'est avant tout de ne pas fuir. » Et aussi vaillant soit-il, c'est vrai qu'il y a tellement d'aidants qui témoignent de leurs difficultés à soutenir au mieux leurs proches au quotidien. Comment est-ce que vous avez appris à faire face, vous, et à accompagner Catherine au quotidien? Je dirais que ça s'apprend vraiment sur le terrain, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça s'apprend au fur et à mesure que la chose se présente. Et puis, on apprend à tenir, à se contenir, à se retenir, d'être agressif, de s'irriter, d'exprimer son désespoir et la rage qu'on pouvait devant une situation stable. C'est là où je parle de courage. Il y a vraiment un problème de contenance par rapport à la maladie. C'est-à-dire un problème que les anciens appelaient la fermeté d'âme. Et il s'agit de faire preuve de fermeté devant des situations qui vous déroutent, paniquent, et devant lequel le réflexe vous déstabilise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fermeté par rapport à soi-même, à son propre comportement, à sa frustration, parfois sa fatigue? Bien sûr. Oui. C'est pour ça que je parle de courage, parce que l'aidant a son corps défendant, parce que vraiment il n'a pas demandé, mais se trompe beaucoup en posture. Si vous essayez de regarder ce que c'est l'expérience intérieure de l'aidant, pas si vous le regardez de l'extérieur, comme vous regarderiez deux brancardiers passer avec un brancard et un blessé dessus, mais essayez de vous mettre à l'intérieur de la tête d'un aidant. Il est confronté, et c'est pour ça que je cite pas mal. Je tournicote autour de Marc Aurèle dans mon texte. L'aidant, il est confronté à des vertus qui sont ce qu'on appelle des vertus antiques, c'est-à-dire, la fermeté d'âme, se maintenir dans une épreuve sans fléchir, etc., etc. C'est ces situations-là qu'on rencontre, même s'ils les rencontrent en général en silence, sans en tirer ni gloriole, sans parader avec, contrairement à ce que font souvent les militaires, des mêmes vertus. Mais oui, il y a quelque chose à voir avec ça. Il y a une posture militante, militasse, qui veut dire qui a la même origine militaire. On est dans quelque chose comme ça, oui, c'est vrai. Catherine, vous, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien chez Thomas? Beaucoup de choses, mais avant de vous parler de ce qui me fait le bien chez Thomas, je voudrais vous citer juste un tout petit bout de phrase de Thomas d'il y a quelques jours à peine. Je lui parlais des aidants, on parlait l'une près de l'autre, bras dessus, bras dessous. Ma fille a presque 30 ans. Et je lui parlais de l'expérience des aidants. Elle me dit, mais toi, maman, tu n'es pas un aidant. Je suis ta fille. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais elle a raison. Et en même temps, c'était pas du tout ça la vérité. Je lui dis, mais non, voilà. Elle m'a dit, non, je suis ta fille. Et ça m'a donné de la joie et du courage, cette phrase qu'elle a faite de manière si innocente et si amoureuse pour sa mère, quoi. Ça m'a... Oui, c'est ce genre de phrases qui font du bien, j'imagine. Oui. Alors, évidemment, ça ne résout pas le souci du malheur que peut apporter la maladie. Mais ça raconte aussi que même dans la maladie, il y a des moments où on peut faire des déclarations d'amour. Qu'est-ce qui vous fait aussi du bien chez Thomas? C'est qu'il a les mêmes qualités aujourd'hui qu'hier quand on s'est rencontrés. Je connaissais pas sa définition de fermeté d'âme, mais je trouve qu'en effet, c'est premier pour Thomas dans toutes les situations de la vie. Bon, je n'idéalise pas les moments terribles, mais qui sont pas du fait de Thomas, mais plutôt de l'effroi devant la disparition. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que Thomas a du mal aussi avec ça, mais il a beau être à mes côtés depuis 30 ans, il ne m'a jamais parlé de son... Je me souviens que quand on a préparé le podcast ensemble, on a parlé du sentiment parfois que les aidants peuvent ressentir face à leurs proches, qui est celui de se sentir parfois défaillant ou pas véritablement à la hauteur. Et c'était presque ils essayent parfois d'atteindre un idéal dans l'aide qu'ils apportent. Et je vous avais posé cette question de est-ce que vous vous sentez aidé comme vous le souhaitez? Et vous m'aviez répondu que non, en fait, c'était tout à fait impossible. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit par la suite? Non. Vous m'aviez...
Ouais. Vous m'aviez en fait dit quelque chose que j'avais trouvé vraiment merveilleux pour tous les aidants et de vraiment très déculpabilisant, parce que vous aviez souligné le fait qu'on ne pouvait vraiment jamais être aidé comme on le souhaite totalement, parce que c'est propre effectivement à chacun, et que finalement il fallait pas que les aidants se sentent ou défaillants ou comment dire ou avoir ou poursuivre ce sentiment de perfection, parce que c'était un idéal qui était impossible à atteindre finalement. Oui. J'ai trouvé que c'était très réconfortant en fait d'avoir cette parole que vous m'aviez expliquée. Et donc je trouvais ça très déculpabilisant et ça faisait du bien effectivement à entendre. Je pense que, je sais pas ce qu'en dira Thomas, mais je pense que ce sentiment de culpabilité, il est inévitable, mais il est aussi assez détestable. Et quand on tombe sur un livre, un témoignage de ceux qui arrivent à s'émerger hors du malheur, c'est précieux, très précieux. Et je pense que pour le coup, les mots, MOTS, les mots sont très importants parce que c'est eux qui peuvent nous tirer hors du malheur, non? Thomas, vous, les mots, ça vous parle? C'est Les mots MOTS, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Oui. Mais oui, enfin, par la force des choses, oui, mais écoutez, c'est assez simple en fait. Être malade, c'est se faire rapter par quelque chose de plus grand que soi, parce que plus fort, qu'on ne peut pas contrôler, qui ne dépendent pas de vous, qu'on n'a vraiment pas demandé, etc., etc. Être atteint d'une maladie incurable, c'est être devant quelque chose qui est plus grand que soi. La chose qui est au bout du compte plus grand que soi, définitivement, c'est la mort, bien sûr, au-delà de tout. Mais ce plus grand que soi, il concerne aussi les dents. Et encore une fois, je veux pas faire du déchromo, je veux pas fabriquer une idéologie sulpicéenne, mais c'est une expérience du plus grand que soi d'être aidant. Et dans une culture comme la nôtre, qui l'est de moins en moins avec les coups que nous prenons depuis un certain nombre d'années, crise économique, crise sanitaire, etc., etc., on était quand même une culture de l'hédonisme et du plaisir. Appelons ça la culture, si vous voulez, de la société de consommation. Et par rapport à ça, on redécouvre ce qui n'était pas notre pain quotidien. On découvre la confrontation au plus grand que soi, soit sous la forme de l'épreuve, du malheur, soit sous la forme de tenir dans l'épreuve, dans le malheur. Bizarrement, on est en train de faire une expérience qu'on n'avait jamais fait et que seuls ceux des générations précédentes, c'est-à-dire qui ont connu les grands conflits mondiaux, ont pu traverser. Je dis pas que et je veux dire qu'on rentre dans un système de valeurs qui est, une fois qu'on est dans le couple et la dialectique de l'aidant et de l'aider, on rentre dans un système de valeurs qui n'est plus le système de valeurs qui fonctionne de manière usuelle et quotidienne dans une société comme une société de consommation. C'est plus la même histoire. Vous voyez ce que... Parce que oui, effectivement, le rôle de l'aidant, il y a quelque chose, qui nous dépasse par rapport à ce qui nous tombe, de ce qui n'est pas nous tombe dessus, ce qui n'est pas du tout maîtrisable, et on soulève pas forcément toujours le sujet de. Je vais vous poser du coup la question directement à vous, Thomas. Est-ce que vous vous sentez aidé? Assez peu, à vrai dire. Moi directement, non, pas tellement. Catherine, par exemple, est très aidée par ses filles, mais c'est une relation directe entre Catherine et ses filles. Oui. Et elles sont exemplaires, ces filles. Je veux dire, par bien des aspects. Mais disons que je suis pas au centre de leurs préoccupations, ce qui est un peu normal. On est une famille recomposée. Mais en même temps, bon, c'est vrai que je ne peux pas ne pas me souvenir qu'il y a encore 10 jours, elles m'ont proposé l'une et l'autre de s'installer à tour de rôle ici avec Catherine pour que je puisse partir une semaine prendre un peu de répit, par exemple. Donc c'est vrai que mais j'ai beaucoup de chance d'avoir de telles belles filles, ça c'est évident. Et est-ce que vous avez accepté cette proposition, Thomas? Oui. Mais sauf que je l'ai pas fait là parce que oui, bien sûr, j'en étais très touché et bien sûr, j'ai accepté. Je le fais pas parce que, à mon avis, il y a des tels mouvements de foule là ces temps-ci avec la levée des interdictions de circuler que j'ai pas envie de me retrouver dans du tumulte, donc je bougerai pas là. Mais bien sûr, je l'ai accepté. J'en étais très très touché.
Alors c'est vrai que là on peut dire que je suis un aidant aidé. Ça c'est sûr, je peux pas nier ça. Je suis pas sûr que ce soit un cas. Je sais pas si c'est aussi répandu que ça ou pas. J'espère que c'est répandu. J'espère que surtout à un niveau global et social et institutionnel, le besoin qu'il y a d'aider un peu plus et un peu mieux les aidants va se faire entendre, un peu mieux qu'il s'est fait entendre jusque-là, même si je trouve qu'il y a des progrès très très nets qui sont en train de se faire, et qu'on se posera sérieusement la question de comment aider les aidants. Oui. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que le collectif, c'est tout le travail que notre de mobilisation que l'on fait au sein du collectif Je t'aide pour que les aidants ne soient surtout pas des invisibles. C'est une véritable colonne vertébrale de la société, et cette reconnaissance, effectivement, tous les aidants en ont besoin. Et je rappelle le chiffre, quand même, on est sur statistiquement environ 11 millions de Français aident un proche en situation, de dépendance, de manque d'autonomie, de handicap ou d'une maladie. C'est quand même très très important. Et sans vouloir être fataliste, probablement que on sera tous les uns et les autres aidants un jour. On a tous des parents qui prennent de l'âge. On ne sait pas forcément dans quelles conditions aussi on va tous et toutes vieillir. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et autant pour l'aider que pour l'aidant, c'est fondamental effectivement, comme vous l'abordez tous les deux très justement, c'est fondamental de soulever cette cause, tout simplement. Oui, non, mais moi c'est ce que je trouve de vraiment bien dans votre travail, c'est-à-dire que vous êtes un des premiers intervenants sur la question de rendre les aidants, comme vous dites, visibles. Et je trouve que c'est vraiment bien, il y a rien à dire, très bien. On a une aidante qui nous a, quand elle a su qu'on allait faire ce podcast, nous a envoyé du coup une petite question qu'elle souhaitait vous poser, et je vais vous la soumettre. Est-ce que l'amour permet de tout supporter? Je trouve que ce que sous-entend cette question, elle est sulpicicienne, j'arrive pas à dire le mot. Comme si le seul moyen d'être dans la société des humains passait par l'humilité, le repli soi, la conscience permanente du malheur. Je le dis d'autant plus volontiers que j'y tombe quelquefois. Mais je pense que, voilà, phrase fermeté d'âme dans Thomas. Je pense que par fermeté d'âme, on peut peut-être échapper à cette idée sulpicienne. La marque, c'est donc effectivement, je n'aime pas. Est-ce que j'ai bien compris, mais est-ce que ça veut dire en fait, la fermeté d'âme, cette détermination aussi interne que l'on a en soi, ce côté force interne, force de personnalité, c'est ça qui permet aussi de supporter l'épreuve, et qu'il n'y a pas que finalement l'amour qui permet de tout supporter. Est-ce que j'ai bien compris, Catherine? Oh oui, tout à fait. Okay. D'accord. Ok. Et vous, Thomas, votre point de vue sur... C'est un peu, je dirais peut-être un peu la même chose que Catherine, mais un peu différemment. Je pense que l'idée que l'amour permet de tout supporter est, je pense, une idée profondément chrétienne, chose que je respecte par ailleurs totalement, mais c'est-à-dire que les épreuves que la vie nous fait vivre trouvent dans l'amour que Dieu nous porte ou que nous lui portons de quoi les traverser, en gros. Je comprends très bien ce point de vue, je le partage pas du tout parce que je ne crois pas en Dieu. Donc je me retrouve devant la question de savoir, je me retrouve dans la même question, qui est une très bonne question, parce que c'est la vraie question, parce que l'amour, c'est la vraie question qui est posée à l'aidant. Et c'est même le thème de votre émission, c'est-à-dire de votre podcast, c'est-à-dire aimer, aider. Est-ce que l'amour permet de tout supporter? Il faudrait ajouter, est-ce que l'amour permet de tout supporter quand on ne croit pas en Dieu? Effectivement. Je pense que c'est ça le vrai truc. Je pense, ma réponse à moi, ça serait quoi? Je dirais autant que se peut. Autant que se peut, avec... Vous avez vu Amour de Haneke quand même, le film Amour? Non, je ne l'ai pas vu. Par contre, ça sera du coup dans ma top list. Ouais. C'est un film sur les aidants. C'est un film tragique qui raconte l'histoire d'un couple dont l'épouse dans ce couple comment dirais-je, devient Alzheimer en fait. Okay. Et ça raconte donc sa dégradation, la stupeur de son époux petit à petit, ce qu'il traverse, et puis finalement
la fin du film, elle est complètement tragique. Il la tue et il disparaît. Il disparaît et on sait pas ce qu'il devient, on sait pas. Il sort du film, quoi. Peut-être il est allé se tuer de son côté, on en sait. Mais c'est exactement la question que posait votre auditrice. C'est une réponse à la question posée votre. C'est-à-dire à un moment, il se peut, comme dans ce film qui s'appelle Amour, que l'un des partenaires décide de tout arrêter. Bon. C'est tragique, effectivement. Oui, c'est une vision tragique, mais enfin, ce film est un film, moi je trouve magnifique, qui n'a pas été, qui a été fait pour poser la question. Est-ce que l'amour permet de tout supporter? Je conseille à votre auditrice d'aller de le voir. C'est un très beau film en plus, mais. Je le regarderai aussi. D'ailleurs, vous avez choisi le titre de votre livre qui s'appelle Amour malade. Oui. Est-ce que vous aviez envie de passer un message particulier à travers la combinaison du coup de Amour malade ou non? Si, enfin, c'est-à-dire ce message qui passe, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à l'amour quand il se contente plus de nous séduire, de nous réconforter, de nous apaiser, mais que la maladie l'oblige, cet amour, à assumer l'effroi, l'angoisse, la panique, etc., etc. Ouais, tous les états de la vie. Oui, voilà. Est-ce que pour conclure ce podcast, vous auriez envie peut-être de partager un message de fin pour les aidants et les aidantes qui nous écoutent? Puisqu'on arrive à la fin de l'émission, je voudrais que ce soit Thomas qui prenne le relais pour la dernière intervention. Donc, je prends la précédente. Moi, je dirais en deux mots, je vais dire que la vie continue, quoi. Ok. C'est une belle conclusion aussi. Il me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour ce moment d'échange. Ça a été un vrai plaisir. Donc, merci Catherine, merci Thomas. Merci à vous. Merci Vanessa. À très bientôt. À très bientôt. Merci, oui. Au revoir. Au revoir. C'était le témoignage de Catherine et Thomas. J'aide est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Vous pouvez soutenir J'aide en nous ajoutant 5 étoiles sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet associationjet'aide.org.